Salut à toi. Bienvenue dans la deuxième partie de la construction de Poudlard en Lego, tout en répondant aux questions que vous m'avez le plus posées sur Harry Potter. Dans la première partie, nous avons construit la base et les sous-sols de l'école. Aujourd'hui, on s'attaque à la surface avec le château et ses nombreux bâtiments. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner au compte. Pour rappel, j'ai acheté un set d'occasion et c'est pour ça que les sachets ne sont pas tout neufs. On démarre tout de suite avec notre première question. Pourquoi les Potter sont-ils si riches ? On l'oublie souvent parce que l'histoire d'Harry commence dans un placard sous un escalier, mais les Potter, eux, viennent d'une vieille lignée de sorcières et de sorciers respectés, installés depuis longtemps et plutôt aisés. La fortune moderne de la famille, elle va surtout être liée à Fleamont Potter, le père de James et donc le grand-père paternel d'Harry, qui a fait fructifier un véritable succès commercial dans le monde magique en développant puis en vendant une invention très populaire, la potion capillaire lisse en plis, qui, comme son nom l'indique, t'aide à obtenir des cheveux lisses et soyeux. Résultat, James hérite d'un patrimoine confortable qui permet à sa famille de vivre sans vraiment travailler pendant la Première Guerre, et puis à Harry d'avoir un coffre bien rempli à Gringotts. Qui a inventé les baguettes magiques et à quelle époque ? Eh bien, il n'y a pas un inventeur officiel des baguettes reconnu, parce que l'usage d'un conduit magique dans l'univers d'Harry Potter semble remonter très très loin, avec des pratiques différentes selon les régions et les cultures. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'en Europe, la tradition de la baguette s'est structurée très tôt et qu'elle est devenue une sorte de norme culturelle autant qu'un outil, avec des familles de fabricants spécialisés et une véritable science des baguettes. Un repère très parlant, c'est l'ancienneté revendiquée par certains artisans comme Ollivander, dont la maison est historiquement datée de plusieurs siècles avant notre ère, ce qui donne une idée de la profondeur de cette tradition, même si l'origine exacte se perd dans les brumes de l'histoire. Pourquoi n'existe-t-il que 3 sortilèges impardonnables ? Parce que impardonnable, ce n'est pas juste un label magique naturel, c'est une catégorie juridique et morale définie par le ministère de la Magie. Et elle vise 3 atteintes considérées comme absolues. On ne parle pas simplement de blesser ou de se défendre, on parle de supprimer une vie via Avada Kedavra, de réduire quelqu'un à la souffrance pure via Andoloris, ou bien de voler sa volonté via Imperium. Et la nuance est capitale. Ces sorts exigent une intention de domination ou d'anéantissement et pas juste un geste accidentel. C'est vrai qu'on peut imaginer d'autres horreurs, mais ces 3-là résument 3 crimes entre guillemets complets contre l'existence, l'intégrité et la liberté. Et c'est pour ça qu'ils sont à part, même au sein de la magie noire. Un sort comme Sectum Sempra, bien que très violent, déjà est peut-être inconnu du ministère car il a été créé par Severus Rogue durant son adolescence. Et puis sur le plan moral, infliger des blessures et recourir au sort impardonnable, ce n'est pas tout à fait égal. Comment crée-t-on un sortilège ? Qui décide et comment ça fonctionne ? Eh bien, dans Harry Potter, créer un sortilège, ce n'est pas juste inventer un mot un peu cool qui sonne bien et agiter sa baguette au hasard. C'est plutôt de la recherche appliquée, dangereuse, exigeante et parfois très longue. Dans la magie de cet univers, on affine une intention précise, une structure, incantation, geste, concentration, et on teste, on corrige, on recommence, jusqu'à obtenir un effet stable et surtout reproductible. Un peu comme si on forgeait une clé capable d'ouvrir une seule serrure. Personne ne valide officiellement la naissance d'un sort. En pratique, ce sont les usages qui tranchent. Mais le ministère de la Magie peut interdire, classer ou poursuivre si un sort devient une menace. Et quand on voit qu'une personne comme Rogue crée des sorts à l'adolescence, on comprend surtout une chose. On peut le faire, oui, mais on joue avec des forces qui marquent,
qui dérape et qui ne pardonne pas. Pourquoi le monde magique ne s'est pas ligué plus tôt et plus massivement contre Voldemort ? Eh bien, c'est vrai que sur cette période, la Grande-Bretagne a fait face un peu toute seule à Voldemort, contrairement à la coalition de sorciers venus du monde entier contre Grindelwald, par exemple. Déjà, leurs intentions et leurs ambitions de conquête ne sont pas les mêmes. Voldemort agit surtout au Royaume-Uni, dans un système où le ministère est fragile. Il est infiltré et obsédé par l'ordre public et l'image qui renvoie. Ce qui crée le terrain parfait pour évoluer dans l'ombre et semer la terreur. À l'international, il y a aussi la question de la souveraineté. Les gouvernements magiques ne se jettent pas dans les affaires d'un autre pays comme si c'était simple, surtout quand la menace est floue, clandestine et que les preuves sont mouvantes. Donc Voldemort a évolué principalement de façon cachée. Et quand il se dévoile, eh bien il attaque Poudlard, car il est surtout à la recherche de Harry Potter. Dans l'histoire, il n'a aucune ambition internationale, et donc c'est peut-être pour ça que le monde entier laisse la Grande-Bretagne gérer le plus grand mage noir qu'elle ait connu. Comment fonctionne exactement le choix de la baguette ? Qu'est-ce qui reconnaît une personne ? Dans la logique du monde magique d'Harry Potter, la baguette n'est pas un simple outil. C'est un partenaire avec son bois, son cœur, son tempérament, ses préférences et même ses caprices. Quand on essaye une baguette, on ne teste pas un objet, on teste avant tout une compatibilité. La baguette va répondre à une signature magique, à une manière d'être, à une forme de volonté et parfois à une trajectoire de vie. Et c'est pour ça que certaines baguettes semblent attendre une personne et que d'autres refusent obstinément même si on insiste. Et c'est aussi pour ça que la question de l'allégeance existe. Une baguette peut changer de loyauté si elle reconnaît, dans un basculement précis, que la force ou la maîtrise a changé de main. Et on en parle notamment dans la vidéo sur les frères Pévrel avec la baguette de Suro. Pourquoi les Moldus ne découvrent-ils presque jamais l'existence du monde magique ? Eh bien parce que le secret n'est pas tenu par une seule barrière. C'est une véritable architecture entière, construite depuis des générations. Elle est faite de magie, d'administration et de psychologie humaine très ancrée. Le ministère de la magie a des services dédiés, comme ceux chargés des sortilèges d'amnésie par exemple. Il possède des mesures de camouflage, des sorts de dissimulation, des lieux introuvables, des protections anti-moldus, comme à Poudlard, et des explications plausibles préparées pour que l'esprit moldu classe le bizarre dans la catégorie du banal. Et surtout, on sous-estime un réflexe très réel. Quand on voit quelque chose d'impossible, on ne se dit pas « Ah bah tiens, c'est de la magie ». On se dit plutôt « J'ai mal vu » ou « C'est une coïncidence ».
Les moldus cherchent à rationaliser plutôt qu'à imaginer. Donc le secret tient autant à la magie qu'au fait que la plupart des gens préfèrent un monde cohérent à un monde merveilleux. Je fais une petite pause dans la vidéo car j'adore ce clin d'œil. On vient de monter le bâtiment qui accueille les toilettes dans lequel on trouve l'entrée de la chambre des secrets. Et cette brique d'eau représente sûrement une canalisation qui donne pile sur la chambre au sous-sol. Donc bravo pour l'ingéniosité de la construction et le nombre de clins d'œil qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi les sorciers utilisent-ils des hiboux pour le courrier alors qu'ils ont d'autres moyens? Eh bien en fait, si les hiboux dominent, c'est parce que c'est le seul système de message vraiment universel en Grande-Bretagne. La poudre de cheminette, elle, sert surtout à se déplacer via un réseau de cheminées. Il faut avoir une cheminée connectée, un accès, et ça peut être contrôlé ou coupé. Le transplanage, lui, c'est du déplacement humain, donc pas un service postal, et ça exige une destination sûre. On connaît d'ailleurs les risques d'un mauvais transplanage, comme lorsque Ron se retrouve désarticulé dans Les Reliques de la Mort. Les portes au loin, eux, sont réglementés. Ils peuvent être dangereux et pas faits pour envoyer une lettre à chaque détail du quotidien. Le hibou, lui, il contourne tout ça. Il localise la personne même si elle bouge, il franchit les distances sans infrastructure et il reste utilisable quand on vit isolé ou quand on fuit le ministère. En clair, c'est moins spectaculaire, donc beaucoup plus fiable. Comment fonctionne la magie sans baguette et pourquoi la baguette reste la norme en Europe? Eh bien, la preuve que la magie sans baguette existe, on l'a dès l'enfance. La magie accidentelle, elle, jaillit sans aucun outil, surtout quand l'émotion déborde, comme si la magie cherchait une sortie. Ensuite, tout dépend de l'éducation et de la tradition. Dans certaines cultures, on apprend à canaliser la magie sans baguette de façon beaucoup plus structurée, comme dans les écoles de magie du monde entier qu'on a détaillées dans une vidéo. Alors qu'en Europe, la baguette est devenue la voie standard parce qu'elle donne de la précision, de la puissance et peut-être aussi de la sécurité, un peu comme un instrument qui transforme une énergie brute en geste maîtrisé et qui peut être retiré à la personne qui pratique la magie. Et d'ailleurs, sur le plan philosophique, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi toute une communauté magique a rendu indispensable un objet qui canalise son pouvoir mais qui peut lui être retiré, confisqué ou détruit. Dans le monde d'Harry Potter, on sait que sans baguette, on peut faire de la magie, mais c'est souvent plus instable et plus risqué. Et dans un monde où on valorise le contrôle, la baguette est à la fois une aide et une norme. Pourquoi les détraqueurs existent et comment le ministère a-t-il pu les utiliser comme gardiens d'Azkaban? Eh bien déjà, les détraqueurs ne sont pas créés par le ministère. Ce sont des créatures sombres qui se nourrissent du désespoir et qui prospèrent là où la misère et la peur s'installent.
Ils sont un peu du même ordre que les poltergeists ou les fantômes. Ils ne se reproduisent pas et évoluent dans un plan différent de la magie. Le ministère les utilise parce qu'il fait un pacte de facilité. On met des monstres autour d'une prison, on obtient un silence terrifié et on appelle ça de la sécurité. Et pour des monstres qui se nourrissent de misère, quoi de mieux qu'une prison perdue en mer du Nord? Mais des théories avancent que ce seraient des marins perdus dans la mer du Nord et qui auraient sombré dans une telle misère et un tel désespoir qu'ils seraient devenus des détraqueurs. Mais à ce niveau-là, il n'existe aucune explication officielle, du moins à ce jour. Qu'est-ce qui fait la puissance réelle d'un Patronus et pourquoi certaines personnes n'arrivent-ils pas à en produire? Eh bien, un Patronus, ce n'est pas juste une formule, c'est une alchimie intérieure. Il faut de la concentration, une intention claire et un souvenir capable de produire une lumière authentique, pas juste une joie de façade. Ce sort demande qu'on trouve, au milieu de la peur, quelque chose qui ne cède pas, quelque chose qui affirme la vie, et ce n'est pas toujours disponible au moment où on en a besoin. Certaines personnes n'y arrivent pas parce qu'elles sont submergées, parce qu'elles doutent, parce qu'elles se jugent indignes de cette lumière, ou peut-être parce que leur douleur ne leur laisse aucun accès à ce souvenir porteur. On peut aussi imaginer qu'une personne qui ne peut pas produire un Patronus n'a peut-être jamais connu de joie assez forte pour pouvoir en produire un. Par exemple, une théorie dit que Voldemort n'aurait jamais réussi à produire un Patronus. Et c'est aussi pour ça que le Patronus est si fort. Il ne se contente pas juste d'exister comme ça pour repousser l'ombre. Il prouve qu'on peut produire de la lumière, même quand tout autour insiste pour l'éteindre. Et enfin, dernière question, comment fait-on pour écrire un roman de fantasy, de fantastique ou de science-fiction? Eh bien déjà, première bonne nouvelle, il n'y a pas de règles. On peut faire exactement comme on veut. Moi, ce que je te propose, c'est de décrypter des univers, des lores, pour mieux appréhender l'écriture et la construction de mondes qui vont être cohérents et qui vont avoir un impact. Je n'ai pas du tout une formule secrète ou la solution pour créer le meilleur univers. En revanche, je suis passionné par la façon dont les grands auteurs et autrices d'univers fantastiques arrivent à créer un monde dans lequel on peut se plonger des heures et discuter de notions parfois très profondes. On a abordé la question des Patronus, des détraqueurs, mais tout ça, ce n'est pas juste des prétextes pour faire avancer une histoire. Ce sont vraiment des briques qui vont créer la profondeur d'un univers. Et c'est justement ce que j'analyse dans mes e-books d'aide à la création littéraire. Je te propose un guide en plusieurs tomes, centré sur des thèmes bien précis, le monde, les héros, les objets, les langues, les créatures, etc. Et dans ces guides, ce que je te propose, c'est de t'aider à construire ton univers. Exactement comme je le fais moi-même en écrivant une saga fantastique actuellement. Et c'est là tout l'intérêt de la chaîne. C'est de te donner envie de lire, mais aussi de créer tes univers. Parce que je pense que c'est l'une des échappatoires qui fait vraiment beaucoup de bien. Et parfois qui permet aussi de comprendre ce qui se passe dans le monde en t'intéressant à la psychologie des personnages de romans et donc forcément des personnes réelles. On retrouve dans Le Seigneur des Anneaux des manœuvres géopolitiques, dans Harry Potter on va parler d'exclusion d'une partie des peuples, dans Narnia on va aborder le sujet du passage à l'âge adulte. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, le fantastique, je pense que c'est l'un des meilleurs alliés pour la santé mentale. Et ça tombe bien, je viens de sortir un nouveau tome. Le lien est en description. Voilà pour la construction de Poudlard. J'ai tout simplement adoré ce set, bourré d'infos et de clins d'œil. Ça montre à quel point on construit jamais un univers par hasard. Je te laisse avec les plus belles vues de Poudlard, et surtout, n'oublie pas de t'abonner au compte.